Bonjour David Engels. Bonjour, ce n'est pas le mien en tout cas, ça, c'est sûr. Voilà, vous êtes loin. Alors, une fois n'est pas coutume, vous allez remettre votre casquette d'historien de l'Antiquité et vous allez nous parler des proscriptions à Rome. Oui, tout à fait, je reviens un peu à mes racines. Comme nous le voyons tous les jours, à une époque où l'identité culturelle, la décence politique et les valeurs communes s'érodent, le discours politique est de plus en plus dominé par la volonté brute de pouvoir. Il est intéressant d'examiner de plus près les parallèles de cette évolution avec les proscriptions dans l'Antiquité. Non pas pour tirer les leçons de l'histoire, comme on dit, mais plutôt pour comprendre pourquoi certains mécanismes continuent d'agir en eux-mêmes, indépendamment de l'esprit du temps. Alors certes, aujourd'hui, le terme de proscription est rarement employé dans le débat politique car il semble trop chargé de connotations dictatoriales et totalitaires pour qu'on ose l'appliquer à notre époque contemporaine. Et pourtant, les mises en garde concernant un possible retour du passé se multiplient. Les pratiques de la fin de la République romaine ressurgissent de manière de plus en plus visible avec leurs mécanismes de marginalisation et d'exclusion sociale des adversaires politiques, bien que masqués juridiquement, embellis médiatiquement et exécutés administrativement dans le plus parfait respect des règles bureaucratiques. Ainsi, ce qui, sous Marius ou Sylla ou le Second Triumvirat, relevait de la violence sanglante, devient aujourd'hui un outil de pression psychologique, sociale et juridique. Les opposants ne sont plus affichés hors la loi, sur les murs du Forum romain, expropriés ou même exécutés. Toute analogie directe serait déplacée, certes, mais le principe est resté le même. Dénonciation, stigmatisation, ostracisme, non pour contester les idées d'autrui, mais pour les effacer, souvent jusqu'à ruiner les fondements sociaux, professionnels ou financiers de ceux qui osent s'opposer au système politique en place. Cette évolution n'est pas fortuite, mais elle est structurelle, je crois. Elle résulte de la décomposition des fondements culturels et moraux de notre civilisation. Le discours politique devient alors un champ de bataille où seule la volonté de dominer subsiste. Et c'est pourquoi il faut étudier les racines antiques de ces mécanismes, non dans une vaine volonté de pédagogie historique, mais pour en comprendre la logique intime. Alors, ces fameuses proscriptions, comment les définir au juste? Alors, à l'origine, le mot proscriptio désigne la mise en vente publique de biens, mais sous Sylla, il commence à prendre un sens politique nettement plus terrifiant. Vainqueur des partisans de Marius, qui eux-mêmes avaient persécuté les optimates, Sylla fait publier des listes contenant les noms de milliers de citoyens romains à tuer ou livrer à cause de leur orientation politique. Leurs assassins sont récompensés, leurs biens confisqués par l'État, leurs enfants déshérités. Cette cruauté ne fut pas un excès passager, mais devint un élément d'un processus de transformation de la vieille République. Déjà amorcée sous les Gracques, la transition d'un régime fondé sur le mos maiorum, hein, les mœurs des ancêtres, à un régime fondé sur la violence brute et la volonté de tout réformer de fond en comble s'intensifie. L'opposition n'est plus considérée comme légitime, mais comme ennemie à éliminer pour imposer sans entrave son propre agenda. Le second triumvirat, formé par Octavien, le futur Auguste, Marc-Antoine et Lépide, perfectionnera encore cet instrument. Les trois hommes établissent une liste d'environ 300 sénateurs et 2000 chevaliers à exécuter, à la fois pour des raisons de calcul politique, de vengeance, d'autofinancement et de règlement de compte. Un troc cynique voit alors d'innombrables amis et alliés sacrifiés pour éliminer des ennemis dangereux. L'assassinat de Cicéron en est l'exemple le plus éloquent. Bien qu'il ait soutenu Octavien, ce dernier le livre à Antoine qui exige sa tête. Cicéron est alors tué en fuite, sa tête et ses mains exposées sur le forum comme symbole macabre d'une puissance qui écrase même la parole. La République est alors morte, ne subsiste que des jeux d'alliance où le droit ne pèse plus face au simple rapport de force. Les parallèles avec aujourd'hui sont évidents. Oui, tout à fait, même si les formes ont changé, bien évidemment. Le totalitarisme soviétique, le nazisme, les fascismes ou encore le macartisme américain ont tous réutilisé des instruments similaires, liste noire, exclusion professionnelle, ostracisme social, saisie de biens, restriction de voyage, campagne de diffamation, voire, dans les pires cas, prison, torture et mort. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux comme X, TikTok ou Facebook ou les campagnes journalistiques et les ONG qui assurent la nouvelle forme de la proscription, avec des conséquences massives, perte d'emploi, d'amis, de statut social, de compte bancaire, voire de liberté,
certes, sans pour autant risquer en Europe de l'Ouest, du moins, les camps ou les exécutions, pour le moment. Le discours justificatif a également à peine changé, de la sauvegarde de la République à la défense de l'état de droit, de la protection des mœurs aux fameuses valeurs européennes, de la réorganisation de l'État à la démocratie résiliente. Le mécanisme est identique, qui dévie de la ligne dominante est évincé, sans violence physique, mais avec une efficacité redoutable. Est-ce que vous auriez quelques exemples concrets? Oui, les exemples concrets abondent, surtout au niveau politique. En Pologne, par exemple, dès décembre 2023, le gouvernement Tusk a remplacé le personnel des médias publics, exclu des milliers de fonctionnaires et journalistes conservateurs, mis en prison des hauts fonctionnaires, lancé une épuration idéologique de l'appareil judiciaire, le tout sous les applaudissements européens. En Roumanie, l'élection présidentielle a été annulée pour éviter la victoire d'un candidat trop conservateur, soi-disant proche du Kremlin. En France, la candidate la plus prometteuse à la prochaine présidence a été exclue sur base de prétextes franchement ridicules. En Allemagne, des plateformes de dénonciation politique fleurissent, des lois ciblent les fonctionnaires jugés idéologiquement douteux et les sympathisants du deuxième parti du pays, l'AfD, perdent leur emploi, leurs finances, leur compte bancaire, simplement à cause de leur attitude idéologique. Même aux États-Unis, d'ailleurs, modèle supposé de l'État de droit, le président Biden avait fait poursuivre des dizaines d'anciens membres de l'administration Trump et l'ex-président lui-même avait fait face à une avalanche de procédures. Mais ce qui est brandi comme arme d'un côté peut aussi se retourner contre son créateur. L'actualité américaine le montre. Le DOGE, le Department for Government Efficiency, est devenu à son tour un instrument de proscription idéologique sous une nouvelle administration conservatrice. Et en Europe, Nigel Farage annonce déjà des mesures similaires s'il devait arriver un jour au pouvoir. Comme à Rome, donc, la polarisation idéologique conduit à une application sélective du droit. Les lois ne sont plus universelles, mais instrumentalisées au service d'une cause. L'état de droit devient un décor de façade derrière lequel ne subsiste que la lutte des intérêts. Le discours dissident n'est plus réfuté en parole, mais simplement effacé en réprimant ceux qui le portent. La démocratie, ou du moins ceux qui croient en avoir le monopole, commence donc à agir comme ses prétendus ennemis. Mais la stabilité obtenue par l'exclusion est trompeuse. Elle ne repose pas sur le consensus, mais sur l'épuisement. Alors qu'en est-il de notre futur? Eh bien, penser que l'on puisse tirer des leçons de l'histoire est une illusion naïve, car l'histoire suit des dynamiques anthropologiques immuables. Le pouvoir reste le pouvoir, la peur reste la peur, et ceux qui peuvent éliminer leurs adversaires le feront, une fois que sont tombées les dernières barrières d'un respect fondé sur une tradition chrétienne qui est en train de s'évaporer d'une manière spectaculaire. Ainsi comme à Rome, un jour ou l'autre, un camp politique l'emportera, non pas par sa force de conviction, mais par sa détermination, son absence de scrupules et sa volonté de vaincre. Et le peuple, lui, il ne choisira pas, il se soumettra à la fin par fatigue, par besoin de paix, de sécurité et d'ordre. Rome connaissait cette lassitude, il s'appelait Auguste. Notre époque lui trouvera très probablement un autre nom. Merci beaucoup, David Engels. Avec plaisir. Mais alors, merci beaucoup, mais c'est un peu bref. Quand Auguste, donc quasiment un dictateur d'une certaine manière, donc qui s'impose à Rome et qui met en place un culte de la personnalité absolument incroyable. Absolument, absolument. Bon, évidemment, chez Auguste, on a quand même une politique de restauration morale, religieuse, politique, etc., qui fait qu'on puisse, d'un certain point de vue, le voir comme une restauration conservatrice. Mais il ne faudra pas se leurrer. L'État, en dépit des quelques élections qui ont lieu ci et là, notamment dans les communes, dans les municipes, etc., l'État sera un État autoritaire où le pouvoir républicain est finalement confisqué au nom d'un certain clan familial et son entourage. Euh, c'est pour ça aussi que la plupart, disons, des vrais conservateurs, des gens comme Tite-Live ou Tacite ou d'autres, ont accepté ce principe augustéen comme étant la moins pire de toutes les solutions, mais sans être absolument enthousiaste pour eux. C'était faux, c'était pas la vraie République, c'était la seule façon d'éviter que la guerre civile s'enlise et détruise tout, mais sans un véritable enthousiasme. Et je crains très fortement, notamment quand je vois les événements aux États-Unis,
qu'on s'approche tout doucement aussi de telles éventualités qui nous plairont pas tout à fait, même si on risque de les accepter comme, voilà, comme moins pire des solutions. Ben, mais pour le coup, merci mille fois, David Engels.